Débat aujourd'hui dans Smart Tech autour des intelligences artificielles génératives. Faut-il freiner leur déploiement, limiter les utilisations? On a Sam Altman, le grand patron, fondateur de ChatGPT, qui s'est lancé dans une tournée européenne pour rassurer face aux défiances que génèrent ces IA. Et puis aussi pour dire, finalement, on a besoin de régulation, on a besoin de réponses réglementaires pour avancer. Alors, on parle de ce sujet avec Véronique Vento, chercheure en intelligence artificielle. Vous êtes la directrice de recherche et cofondatrice de Nukai. Alors Nukai, je vous ai reçu dans une grande interview, je crois, start-up pionnière d'une IA nouvelle génération, symbolique, dont les 3 grandes caractéristiques sont d'abord des interfaces qui permettent une bonne collaboration entre l'homme et la machine. Ensuite, une association aux prises de décision et la capacité de fournir des explications aussi compréhensibles par les humains. Et puis, une IA qui soit économe en énergie. Avec vous sur ce débat, Jean-Gabriel Ganassia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université. Vous êtes le directeur de l'équipe ACASA de l'IPSIS. ACASA, donc pour agent cognitif et apprentissage symbolique automatique. Donc vous parlez d'IA symbolique tous les deux. Vous êtes aussi informaticien philosophe. Vous avez présidé le comité d'éthique du CNRS et déjà publié plusieurs ouvrages au seuil. On peut citer L'âme machine, un précurseur en 1990, Le mythe de la singularité en 2017 et puis votre dernier ouvrage, Servitude virtuelle, sorti en 2022, toujours au seuil, qui porte sur ces questions éthiques autour de l'intelligence artificielle. Et restez avec nous en plateau Nicolas Delatte, le cofondateur de CellSense Analytics, qui s'occupe d'installer des dispositifs qui surveillent l'état de fonctionnement des bateaux et dans lequel il y a de l'intelligence artificielle. Vous pourrez évidemment interagir avec nous sur ce débat. Alors je voulais le lancer, ce débat, avec une image d'explosion aux abords du Pentagone qui a été relayée sur Twitter le 22 mai dernier et qui aurait fait dévisser les marchés pendant quelques minutes. C'est des médias américains qui ont noté que Wall Street avait sensiblement baissé dans les instants qui ont suivi la diffusion de cette image, qui est une fausse image générée par une intelligence artificielle générative. Est-ce que ça vous inquiète ou est-ce que ça vous fait sourire, Jean-Gabriel? Ce qui est inquiétant, c'est la profusion d'infox, ce qu'on appelle en anglais les fake news, alors qui ne sont pas nouvelles, parce que on sait que dans l'Antiquité, Sun Tzu, par exemple, dans son art de la guerre, préconisait d'envoyer des fausses informations pour déstabiliser les adversaires. Puis on se souvient au XVIIIe siècle des libelles ou des canards, au XIXe, ou la désinformation, le terme fleur bon les années 50. Mais aujourd'hui, on est capable de produire industriellement ces fausses informations, et qui plus est, avec les techniques d'IA générative, on produit non seulement des textes, mais on produit des images, on produit des vidéos, on produit des bandes son. Ce qui fait que ce que l'on voit de nos yeux, ce que l'on entend de nos oreilles, cela, il faut se méfier. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Et puis, ce qui est encore plus inquiétant, c'est le fait que on arrive, avec les techniques de profilage, à cibler exactement les personnes à qui l'on envoie chaque type d'information, parce qu'on sait qu'elles y sont sensibles au point, tout d'un coup, de perdre leur rationalité, etc., et de se livrer à des actions ou de répondre de façon excessive. Donc, effectivement, je crois que la démocratie délibérative a besoin à un moment donné de références communes, et bien sûr il faut limiter ces fausses informations. Un très grand philosophe de la communication, Jürgen Habermas, qui s'est beaucoup intéressé à la notion de délibération collective, au fondement selon lui de la démocratie, est bien sûr aujourd'hui très inquiet. Il vient d'écrire un ouvrage qui a été traduit en français et il dit justement démocratie délibérative, le tournant. Et donc je crois que c'est quelque chose d'inquiétant. Il faut être très prudent. Il faut se demander comment faire. Et il termine son ouvrage en disant que justement lutter contre les infox, c'est un impératif proprement constitutionnel. Vous voyez, c'est quelque chose de tout à fait essentiel aujourd'hui si on veut sauvegarder ce qu'est notre démocratie. Véronique, est-ce qu'on peut apprendre justement à dompter ces intelligences artificielles génératives ? Oui, tout à fait. Alors, pour rebondir un petit peu, moi, ce qui m'inquiète plus, ça va être l'humain, c'est pas l'IA. Parce qu'on lui prête des intentions, elle n'a aucune intention. Ça veut dire que l'image qu'on a vue, c'est pas une IA qui a décidé de semer la panique sur Wall Street, c'est un humain. On parle plutôt de propagande russe, d'ailleurs, derrière cette image. Bon, ça, je ne sais pas. Des hypothèses qui ont été évoquées, en tout cas. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, ces IA génératives, c'est vraiment une super techno, c'est un outil.
Ouais. Donc c'est un outil dont on devrait se servir pour justement gagner du temps. C'est un outil qui remplace pas l'humain parce que justement l'humain garde sa créativité. Donc il est un peu à la fois survendu et mal utilisé. Donc moi je me dis gardons ces super outils, surtout qu'ils ont quand même coûté beaucoup à la planète en termes de ressources. Voilà, ça il faut le savoir parce que toutes ces méthodes sont basées sur des pré-traitements qui en fait utilisent énormément de puissance de calcul. Donc on ne va pas se priver de les utiliser, mais il faudrait que l'humain apprenne à les dompter. Ça veut dire apprenne par exemple à utiliser ce qu'on appelle des prompts. Ça veut dire que sur ChatGPT, si on le met dans une situation, il va être beaucoup plus cohérent, il va être beaucoup plus en phase plutôt que d'aller récupérer stochastiquement des informations un petit peu partout. Donc typiquement, si je dis pourquoi le ciel est bleu, je vais commencer par je suis avec mon neveu de 5 ans qui me demande pourquoi le ciel est bleu. Et à ce moment-là, c'est pas que l'IA raisonne et sait qu'elle doit donner une réponse à un enfant de 5 ans, c'est que stochastiquement, elle va aller rechercher dans des zones du web, sur tous les documents qu'elle a regroupés en fait, et elle va plutôt aller sur des sites dédiés aux enfants que, par exemple, des sites dédiés à des étudiants de maths sup. Voilà. Donc apprendre à rédiger ces prompts, par exemple, ce serait une première façon de dompter un peu l'arrivée de ces nouveaux outils, parce que ce ne sont que des outils. Exactement. Comment est-ce que vous avez réagi quand ce moratoire est apparu, cet appel lancé le 29 mars par plus de 1000 experts qui ont demandé une pause d'au moins 6 mois dans la recherche sur les IA génératives qui sont plus puissantes que ChatGPT 4, le modèle d'OpenAI? Je l'ai lu. Oui. Et j'ai fait une analyse de texte. Oui. Alors, première phrase, est-ce que l'on peut effectivement arrêter les recherches sur l'entraînement des intelligences artificielles avec des machines plus puissantes de GPT-4 ? Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement américain va interdire à ses industriels de le développer ? C'est peu probable. Est-ce qu'on peut imaginer que le gouvernement chinois va s'inquiéter ? C'est peu probable aussi. Est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe nous empêche ? Eh bien peut-être. Et vous voyez, il y a des stratégies de ces grands industriels américains qui sont de vouloir absolument éliminer toutes sortes de concurrents. Et lorsque Sam Altman vient et nous explique qu'il faut absolument réguler, il est bienvenu par le Parlement européen qui, dans son AI Act, impose des contraintes extrêmement fortes qui risquent d'empêcher tout développement des techniques d'intelligence artificielle en Europe. Donc je crois effectivement il faut être prudent, mais jusqu'à un certain point. Et d'ailleurs, le ministre du numérique, Jean-Noël Barrot, il y a quelques jours, vient de s'exprimer et de manifester ses inquiétudes de ce point de vue-là. Parce qu'il dit qu'il y a des contraintes qui sont tellement fortes que ça risque d'empêcher les Européens de concevoir eux-mêmes leur propre modèle de langage. Donc je crois qu'il faut être raisonnable. Il faut se demander quelles sont les... Quand vous avez lu ce texte, alors, vous avez lu une stratégie anticoncurrentielle ? Moi, disons, le meilleur exemple, c'est quand même Elon Musk, qui est l'un des premiers signataires, et qui nous dit oui, il faut arrêter tout de suite. Puis quelques jours après, il dit je vais monter une entreprise, mais ChatGPT est trop woke. Je pense qu'il est vraiment woke. Mais moi, je vais monter un autre agent conversationnel qui va dire la vérité. Il l'appelle TruthGPT. Ça veut dire que c'est un peu une Pravda 2.0. Ce qui m'inquiète d'ailleurs beaucoup plus d'une certaine façon. Et puis j'ai lu d'autres choses. C'est-à-dire que quand on regarde le texte en détail, c'est pas simplement l'annonce du texte. On nous dit il va y avoir des esprits numériques dans ces machines. Qu'est-ce que c'est qu'un esprit numérique ? Des esprits non humains. On nous parle de risque de perte de contrôle. Bon, pour l'instant, un robot bavard, ça parle, les hommes politiques parlent, ils n'arrêtent pas d'ailleurs, ils ont des moyens pour les relayer, et puis ils ont aussi des forces de coercition, et pourtant, dans les démocraties comme les nôtres, on n'obéit quand même pas toujours aux hommes politiques. Alors, est-ce que vous croyez sérieusement que parce qu'un agent conversationnel parle, il dit pas mal de bêtises d'ailleurs, tout le monde va se mettre au garde à vous et se soumettre ? Ça n'est pas raisonnable. Et on nous dit beaucoup de choses, comme on nous dit, c'est une intelligence artificielle générale, où on nous dit ils nous dépassent sur des tâches générales. Qu'est-ce que c'est qu'une tâche générale ? Moi, je ne sais pas. Est-ce que parler, c'est une tâche générale ?
on ne fait pas que parler dans la vie. Quand on fait de la voile, par exemple, il faut avoir d'autres aptitudes, d'autres compétences que celles du langage. Donc, de ce point de vue-là, lorsqu'on lit en détail, on se rend compte toutes les apories, toutes les absurdités qui sont à l'intérieur. Et on nous parle de risque existentiel. Oui. Or, il faut savoir que ce terme est employé par un certain nombre de transhumanistes pour nous expliquer que les machines vont nous dépasser, qu'elles vont prendre le pouvoir. Et quand on sait qu'Elon Musk est l'un des principaux signataires, quand on lit la bibliographie qui est associée, où on lit par exemple le nom de ce philosophe anglais, Nick Bostrom, qui est un partisan de ce qu'il appelle la super-intelligence, eh bien on se rend compte que derrière, il y a une visée qui est tout autre, qui est de nous convaincre que les machines risquent de prendre le pouvoir, d'être plus puissantes que nous, et on se dit, on va les arrêter. La singularité. Voilà, la singularité. Ou alors, c'est même autre chose avec Elon Musk aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le long-termisme. C'est l'idée qu'un philosophe utilitariste doit se préoccuper de la somme des plaisirs et des peines, et donc il se dit, dans des millions d'années, il y aura des milliards et des milliards d'êtres humains, et donc le bien, c'est justement de penser à ces milliards d'êtres humains. La clé de ce développement de l'humanité, c'est conquérir les autres planètes, et c'est donc la technologie. Et donc, bien sûr, les hommes sont tous égaux entre eux, mais il y a ceux qui vont contribuer à cette humanité future, ce sont les spécialistes de technologie, et donc eux, il faut peut-être les avantager un petit peu. Donc, vous voyez qu'on est dans un univers tout à fait surprenant, et c'est ça qui est derrière, en filigrane. Et il suffit d'une analyse de texte très simple pour se rendre compte de tout cela. Donc, tout ça explique pourquoi je n'ai pas signé et pourquoi je crois qu'il faut dénoncer ce type d'appel au moratoire, parce que dans un premier temps on se dit oui, on est tous un peu inquiets parce qu'on est déconcertés bien sûr par ces machines. Moi je l'ai été il y a même un an parce que j'avais essayé GPT avant ChatGPT, et j'avais écrit une chronique dans la revue La Recherche. La moitié était écrite par GPT. C'est très surprenant, c'est très étonnant, mais bien sûr il faut raison garder, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est un tout petit peu bluffé, on utilise souvent le terme, par ces capacités des machines que l'on doit soumettre et qu'on va imaginer qu'elles vont prendre le pouvoir et nous gouverner. Véronique, vous n'avez pas non plus signé cet appel à pratiquer une pause dans la recherche en intelligence artificielle générative. Pour quelle raison ? La première, en fait, c'est que je ne suis pas tellement pour des interdictions, etc., en général. J'aimerais que les gens puissent prendre leurs responsabilités. Et ce qui m'a beaucoup gênée, c'est qu'en fait, ce qui a été relayé, c'était pas une pause dans l'IA générative, mais une pause dans l'IA. Alors ça, c'est la première chose. Et vous avez dit au départ que j'étais dans l'IA symbolique. Ouais. En fait, je suis pas dans l'IA symbolique. J'ai fait beaucoup de recherches en IA symbolique parce qu'effectivement, c'est une IA qui va plus garder l'humain dans la boucle. Mais je suis plus sur l'IA hybride, en fait. C'est-à-dire que des techniques comme celle d'IA générative ou les réseaux de neurones, je ne vais pas m'en passer. Il faut être guidé par un problème et utiliser différentes techniques plutôt que de les opposer et les mettre ensemble. Et justement, chez Nukai, en fait, on a démarré un travail sur comment aider l'humain à dompter ces IA génératives, notamment ChatGPT, en se disant, c'est un super outil, mais comme l'a dit un chercheur, malheureusement, c'est pas moi, il a l'aplomb d'un menteur, mais c'est un perroquet stochastique. Voilà. Donc, l'idée, comme je l'ai dit, c'est d'essayer de générer des prompts et des IA de type symbolique qui vont récupérer une expertise du métier peuvent très bien faire ça. Donc l'idée en fait c'est juste pour préciser, parce qu'on parle d'IA symbolique, ça peut paraître un peu difficile à comprendre pour les téléspectateurs, mais en fait c'est des IA qui fonctionnent à partir de règles qu'on lui donne. En fait ça va fonctionner à partir d'un langage que l'expert va définir, puisque c'est lui le patron, faut pas l'oublier. Donc il va exprimer des choses, des termes, son vocabulaire, et puis effectivement des règles. Mais c'est pas seulement lui, c'est-à-dire que l'IA symbolique peut permettre d'apprendre ces règles. L'idée, c'est qu'il y a une sorte d'espéranto entre l'homme et la machine qui s'appelle la logique et qui fait que la machine va utiliser ces règles, va en proposer de nouvelles, et comme elle va les montrer à l'expert, il va pouvoir les valider ou pas. Ouais. Et sur un petit domaine, ça marche très bien. Ça veut dire que ChatGPT, sur le monde entier, sur tous les domaines,
on va avoir du mal à faire quelque chose. Par contre, par exemple en finance, en discutant avec des experts, on peut récupérer ce qu'on appelle une connaissance, une base de connaissances, et utiliser cette base de connaissances pour, à partir d'une requête d'un utilisateur en particulier, proposer des prompts automatiquement, qui utilisent donc ces briques définies par l'expert, lancer ChatGPT, alors plusieurs fois, puisqu'il est stochastique, et puis de la même manière, faire un post-traitement. C'est-à-dire qu'il y a le pré-traitement pour que la machine se dirige vers les zones qui concernent la finance, par exemple. Et le post-traitement, ça va être toujours réutiliser ces abstractions pour donner une réponse qui soit plus courte. Parce que n'oublions pas que ChatGPT ne sait pas qu'on lui pose une question, donc il peut répondre par une question. Donc on va éliminer. Et puis également, on va personnaliser. C'est-à-dire que si c'est un utilisateur qui interroge sa banque, il y a un passé. Donc, on va savoir des choses sur lui, non pas en l'espionnant, hein, pas du tout. Le but, c'est vraiment de l'aider. On va savoir, par exemple, qu'il est plus ou moins jeune, etc. Ou alors qu'il a déjà posé ce type de requête. Et on va pouvoir affiner les réponses de ChatGPT. Ça veut dire qu'en fait, on apporte une réponse technologique qui a besoin de travailler donc, la recherche en intelligence artificielle pour contrôler les éventuelles dérives de ces IA. C'est ça la meilleure réponse, mieux que la régulation, Jean-Gabriel Guénassia? Il faut d'abord dire que ChatGPT et les modèles de langage sont conçus sur l'apprentissage profond. Et on prédit le mot suivant dans un contexte donné. Oui. Et ça marche merveilleusement parce qu'on a appris sur des très gros réseaux de neurones qui contiennent des centaines de milliards, voire des milliers de milliards de connexions, et avec des très gros corpus. Donc on extrait l'esprit de la langue. Et donc on est des machines qui parlent, mais elles ne savent pas ce qu'elles disent et elles affabulent. On appelle ça en termes techniques des hallucinations, même si le terme n'est pas approprié. Mais effectivement, ce sont des menteurs patentés. Ouais. Ça, c'est bien évident. Alors, à partir de ça, si on veut utiliser ces machines, il faudrait être capable de confronter ce qu'elles disent avec un certain nombre de faits. C'est-à-dire essayer d'avoir un étage de rationalité. Parce que aujourd'hui, ce sont des salades de mots. Alors des salades qui, effectivement, quand on les écoute, ça a l'air pas mal, mais quand on creuse dans le détail, on voit beaucoup d'erreurs et d'approximations. C'est Luc Julia sur ce plateau qui disait les problèmes de ces IA, c'est leur pertinence. 36% d'erreurs, autrement dit de bêtises, c'est quand même beaucoup. Exactement. Alors on peut améliorer, mais ça ne change rien. Il y aura toujours un peu d'erreurs. Moi, je me souviens qu'il y a quelques jours, on m'a interviewé sur la possibilité d'utiliser ces technologies dans la fonction publique. Alors vous imaginez, une administration, ça vous répond effectivement, mais dans 10 ou 20% des cas, ça vous dit une bêtise. Alors vous cherchez, vous dites est-ce que j'ai le droit à telle allocation, vous dites ah oui, tout à fait, puis vous vous rendez compte, vous n'avez pas le droit. Ou alors l'inverse, on vous dit vous n'avez pas le droit, puis en réalité vous avez le droit. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? À un moment donné, il faut raisonner. Et c'est là où l'intelligence artificielle symbolique joue un rôle central. Il faut bien comprendre que l'histoire de l'intelligence artificielle, c'est à la fois le symbolique et le numérique. Et le début de l'intelligence artificielle, vous aviez des logiciens comme John McCarthy, et puis des personnes comme Marvin Minsky qui venaient de la cybernétique. Et ça a été toujours ça. Et moi-même, j'ai travaillé plutôt dans le symbolique, mais on a fait du symbolique numérique. Et je me souviens très très bien qu'on a organisé des journées, j'étais jeune étudiant dans les années 80, là-dessus. Donc il y a toujours eu une hybridation de tout un tas de technologies, dont certaines font appel à du numérique et d'autres à de la logique. Et cette logique ne sont pas simplement des règles, ce sont aussi des démonstrateurs automatiques de théorèmes. Et puis, ce sont des logiques un peu exotiques, entre guillemets, c'est-à-dire qui prennent en compte ce qu'on appelle la non-monotonie, la possibilité de surmonter des contradictions. Et alors, dans mon équipe, on travaille justement là-dessus. On essaye de concevoir des modules, des superviseurs éthiques, c'est-à-dire qui contraignent ces machines, qui soumettent ces machines à un certain nombre de prescriptions. C'est-à-dire qui rajoute, une fois que la déduction a été faite, un certain nombre de contraintes en disant, voilà, dans telle situation, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de... Mais là, vous adressez tous les deux la question donc, de la pertinence. Il y a aussi la question du droit d'auteur, du copyright, de la protection des données des utilisateurs, parce que pour entraîner ces intelligences artificielles, il faut aller piocher dans un capital. On ne nous a pas forcément demandé notre avis avant. Alors
Oui, peut-être Véronique. Oui, tout à fait. Quand je disais que j'avais plus peur de l'humain que de la machine, enfin pour le moment, c'est exactement le problème. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on a fait ces IA génératives ? Est-ce que c'est pour aider les êtres humains à passer moins de temps ? Est-ce que malheureusement, j'ai un petit peu peur que ce soit également, comme d'habitude, pour récupérer un maximum d'informations. Et puis, finalement, le but, c'est gagner un max d'argent. Voilà. Donc, ça veut dire que, en gros, moi, ce qui m'a un petit peu inquiétée dernièrement, et je continue à dire, oh, c'est rigolo, c'est un bel outil, on va le dompter, hein, je ne suis pas contre, c'est qu'on s'est aperçu que les utilisateurs... Au départ, on leur dit, voilà, tout le monde a testé. Hein. Dans ma boîte, vous pouvez jouer avec. On fait joujou, c'est génial. Ouais. Et finalement, ce que même nous, on n'avait pas compris, c'est que tout ce que vous rentrez a pu être récupéré. Ça veut dire les questions, ça veut dire vos réactions. Et je sais qu'il y a eu une fuite très grave, hein, où finalement... dans une entreprise, des jeunes, un petit peu comme les miens, ont fait joujou avec ChatGPT et lui ont passé des bouts de code, des choses qu'il ne fallait pas passer. Et il y a eu des fuites. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement gênant. C'est le côté encore continuer à récupérer un maximum et toujours pas pour aider, hein, pour un petit peu ensuite revendre, etc. Et puis, effectivement, l'autre problème, c'est ces histoires de fake news. Donc, c'est des outils plus... Mais alors, est-ce qu'on pourrait se dire, tant que ces produits ne sont pas correctement finalisés, tant qu'on n'a pas un cadre international et qu'on ne s'est pas mis tous autour de la table pour dire, OK, on est d'accord pour les déploiements dans telle et telle condition, est-ce qu'il faut limiter des déploiements ? Est-ce qu'il faut limiter les usages ? Par exemple, Google a fait ce choix sur un produit de très haute technologie d'intelligence artificielle. Ils ont dit, ça, on le réserve à certains clients, partenaires, on ne le met pas ça entre les mains de tout le monde. Est-ce qu'il faut en arriver à fixer des limites, d'après vous ? C'est extrêmement difficile parce que on a le droit de procéder à des expérimentations. Hein, et c'est tout le débat entre Google et OpenAI. Ouais. Ces technologies ont trouvé leur origine dans les laboratoires de Google en 2017 avec la notion de transformer et puis les tout premiers modèles de langage en 2019. Et puis ensuite, Google a continué et d'autres l'ont fait en parallèle. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a à peu près un an, hein, c'était en juin 2022, un employé de chez Google qui s'appelle Black Lemoine. Alors le nom n'est pas anodin en français. Qui s'est inquiété de la santé mentale de son intelligence artificielle. Pas de la santé mentale, qui a expliqué que son intelligence artificielle Lambda, qui était un logiciel de dialogue, tenait des propos tels qu'il ne pouvait pas imaginer que cette machine n'avait pas d'âme. Oui. Alors bien sûr, ça a inquiété tout le monde. Hein. On a dit qu'il était prêtre, d'ailleurs. Hein. Il n'est pas du tout prêtre. Mais justement, parce que comme on arrive à la fin du débat, excusez-moi, Jean-Gabriel, je vais vous couper un peu, mais comme on est dans cette idée que Google joue le responsable, toutes les entreprises ne sont pas forcément dans cette posture de la responsabilité. Est-ce qu'on doit, nous, fixer des règles pour limiter ces usages ? Je pose aussi la question à Véronique, mais très rapidement, tous les deux. Alors, très rapidement, je crois que effectivement, sur les applications précises, il faut essayer de savoir exactement quelle est la pertinence et quelles sont les performances des logiciels. Mais on ne peut pas aller beaucoup plus loin. Et OpenAI a fait un logiciel pour amuser le monde. Et bon, il l'a emporté et c'est extrêmement difficile de lutter contre ça, parce que sinon, on dira on ne peut plus s'amuser. Et ça, c'est embêtant. Véronique, oui. Moi, je serais plus sur... le fait de former les gens à cet usage. C'est-à-dire que ce genre d'entreprise devrait fournir des tutoriels, expliquer exactement ce qu'il y a derrière. Et je pense qu'ils jouent beaucoup sur cette espèce d'inconnu. Donc ça va aller de on va tous être remplacés. Et j'ai pas eu le temps de le dire, mais ce qu'il faut que tout le monde sache, c'est que pour le moment, et je pense que c'est pour un bon bout de temps, l'humain ne doit pas sortir de la boucle. Moi, j'ai vu beaucoup de gens m'approcher, un réalisateur qui disait « Oui, mais comment je vais faire ? Je vais perdre mon travail ?» Des journalistes, et pas du tout, parce que la créativité de l'homme, on est très très loin de l'avoir remplacée par ces outils. Donc, c'est pour ça que je dis...
apprenons à les dompter. Et alors, j'ai juste appris une chose. Juste un mot là. Oui, pardon. Parce que là, vraiment, très on rigolote. dépasse beaucoup. Pourquoi est-ce que l'IA d'OpenAI est woke? Parce que derrière, on a fait ce qu'on appelle de l'apprentissage par renforcement, mais pas automatique, par des humains qui ont mis des notes, qui ont dit ça bien, ça pas bien. Ouais. Voilà. Ah bah ça, point de vigilance. Merci Voilà. beaucoup. Véronique Ventos, cofondatrice, chef de la recherche chez Nukai. Jean-Gabriel Ganassia, professeur à la faculté des sciences de Sorbonne Université, directeur de l'équipe ACASA de l'IPSIS. Et Nicolas Delatte, cofondateur de SalesSense Analytics. Merci à tous les trois. On marque une petite pause et on va s'intéresser aux monnaies numériques des banques centrales.